القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع الإعدام يحددنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un calme précaire règne à Baalbek au lendemain des accrochages entre le Hezbollah et des membres de familles sunnites. L'armée aurait pris le contrôle des barrages érigés par le Hezbollah. Le patriarche maronite, le cardinal Bchararaï, appelle les responsables libanais au respect de l'autorité de l'État et à demeurer fidèles à la nation. Les violences se poursuivent en Syrie. Au moins 12 personnes, en majorité des lycéens et des enseignants, ont été tuées ce dimanche dans un raid de l'aviation du régime à Raqqa, une ville rebelle du nord du pays. Et à suivre également dans ce journal, au moins 33 morts et des dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire d'un attentat à la bombe qui a frappé aujourd'hui la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. Je vous le disais en titre, un calme précaire règne dans la ville de Baalbek au lendemain de violents accrochages entre le Hezbollah et des membres de deux familles sunnites. Les heurts se sont produits à un barrage de contrôle du parti chiite près du souk de cette localité située dans l'est du pays. Bilan provisoire, 5 morts dont 2 membres du Hezbollah et au moins 10 blessés. Selon le ministre sortant de l'Intérieur Marwan Charbel, l'armée libanaise contrôle désormais les barrages érigés à Baalbek par le Hezbollah après les 2 attentats meurtriers qui ont secoué le mois dernier son fief dans la banlieue sud de Beyrouth, faisant 27 morts et plus de 400 blessés. Le chef de la municipalité de Baalbek a présidé cet après-midi une réunion extraordinaire au siège de la municipalité en présence de personnalités politiques et religieuses locales. Dans un communiqué, les participants ont vivement déploré l'incident survenu au barrage du Hezbollah, appelant les forces de l'ordre à arrêter les responsables et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Baalbek. Une ville qu'ils estiment en danger. Le Premier ministre désigné Tamam Salam a appelé les habitants de Baalbek à la retenue et à ne pas se laisser entraîner dans le jeu de ceux qui cherchent à semer la discorde confessionnelle. Salam a estimé que les violences qui secouent le Liban sont motivées par des discours confessionnels des acteurs politiques, mais aussi par la circulation des armes illégales dans le pays, des armes qui sont instrumentalisées par certaines parties pour préserver et asseoir leur autorité aux dépens des autres. Selon le Premier ministre désigné, la solution passe par la consolidation de l'état de droit et la fin de l'impunité pour tous ceux qui sèment la discorde. Vive tension également dans la région de Kobe à Tripoli, c'est au nord du Liban. Des hommes armés ont violemment pris d'assaut le nouveau bureau du cheikh Hachem Monkara, s'emparant d'armes, d'explosifs et de drapeaux du Hezbollah avant d'y mettre le feu. Cheikh Monkara a été accusé d'entrave à la justice et recèle d'informations dans le cadre de l'enquête sur le double attentat qui a fait 45 morts à Tripoli le 23 août dernier. Il a été remis en liberté début septembre. Son adjoint, Cheikh Ahmad El-Gharib, est actuellement écroué en vue d'être poursuivi pour avoir formé une cellule terroriste et orchestré les attentats de Tripoli. Et avec nous en ligne, Dr Mohamed Salhab, directeur du Centre universitaire de technologie de Tripoli. Bonsoir, Dr Salhab. Oui, bonsoir. Alors, à qui profite justement ce genre d'incident sécuritaire à Tripoli ? Oui, c'est bien dommageable qu'on voit de temps en temps ce genre d'incident, parce qu'il s'agit d'un incident pour le moment et on espère que ça s'arrêtera là, mais qui perturbe gravement la vie de la cité. Sur le plan. Oui. Oui, alors dites-moi, il y a eu plusieurs réunions sécuritaires. Le Premier ministre, le sortant, Najib Mikati, a présidé récemment une réunion pour trouver un nouveau plan de sécurité pour la ville. À votre avis, est-ce que toutes les parties locales sont en faveur d'un tel plan ? Toutes les forces politiques de Tripoli sont d'accord pour une présence forte des forces de sécurité dans la ville de Tripoli. Et c'est cela qui compte, hein. C'est cet appui politique pour ce travail de sécurité que doit faire l'État. Pour le reste, ce que je disais, on ne peut pas avoir une sécurité consensuelle, si je peux dire. Non, il faudrait que les forces de l'ordre puissent arrêter les coupables, puissent appliquer la loi et que la loi soit appliquée. Mais à votre avis, qu'est-ce qui empêche justement à l'État d'asseoir son autorité à Tripoli? Voilà plusieurs mois que les politiciens et bien sûr toute la classe politique essayent justement de rétablir le calme à Tripoli. Il y a bien sûr la situation nationale.
bon, on peut pas faire autrement que rappeler que sur le plan national, quand même, les choses ne sont pas très claires. Je crois que l'intervention d'une partie du Hezbollah en Syrie, c'est quand même un phénomène très important. Je pense que nous avons besoin d'un plan de sécurité qui s'applique sur l'ensemble du territoire national. Et Tripoli fait partie de ce territoire. Bon, il y a des spécificités à Tripoli, mais ces spécificités, ne peuvent pas empêcher que le sentiment de sécurité à Tripoli, eh bien, on l'aura une fois qu'il y a ce sentiment que tout le monde est mis devant la loi à la même case. Docteur Mohamed Salab, directeur du Centre universitaire de technologie de Tripoli, merci pour votre intervention. Le patriarche maronite, le cardinal Bchara Rahi, a appelé les responsables libanais au respect de l'autorité de l'État et à demeurer fidèles à la nation. Dans la partie politique de son homélie dominicale, le prélat a exhorté les dirigeants libanais à déployer les efforts nécessaires pour sortir le Liban de la crise et protéger le pays des conflits confessionnels qui secouent la région. Le patriarche a enfin appelé les acteurs politiques au respect des accords de Taïf et de la déclaration de Baabda qui stipule la distanciation du Liban des crises régionales, notamment syriennes. Vive émotion ce dimanche au Akkar. Les habitants de cette localité du Nord-Liban ont organisé une cérémonie commémorative en hommage aux victimes du naufrage vendredi d'une embarcation au large des côtes indonésiennes. Selon les secours indonésiens, le navire qui se dirigeait vers l'Australie transportait quelques 80 demandeurs d'asile provenant du Liban, de Jordanie et du Yémen, mais d'autres responsables estiment à 120 le nombre de passagers. Le bilan de la catastrophe demeure flou. 25 personnes auraient survécu à la catastrophe, dont au moins 18 Libanais. 28 auraient péri et plusieurs autres seraient toujours portés disparus. Des survivants de retour à Java, la capitale indonésienne, ont accusé l'Australie d'être responsable du drame. Ils ont indiqué à la presse avoir appelé l'ambassade australienne à Java pendant 24 heures et communiqué leur localisation grâce aux données GPS. En vain. Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid El-Moallem a rejeté l'idée que la conférence internationale de paix sur la Syrie prévue en novembre à Genève puisse décider du sort du président Bachar el-Assad. Le président Assad compte terminer son mandat et se représentera à la fin de celui-ci en 2014, a confirmé Moallem. Il a aussi affirmé que la Syrie s'accommodait de la résolution sur les armes chimiques adoptée vendredi soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et les experts de l'ONU enquêtant en Syrie ont quitté ce dimanche leur hôtel pour une nouvelle mission. Ils sont arrivés mercredi dans la capitale syrienne Damas pour leur deuxième visite en 2 mois afin de déterminer si des armes chimiques ont été utilisées dans plusieurs secteurs. Au cours de leur mission actuelle, les experts ont reçu plusieurs documents et échantillons et ont mené plusieurs interviews. Et les experts de l'ONU doivent conclure leur travail demain, lundi 30 septembre. Les violences se poursuivent en Syrie. Au moins 12 personnes, en majorité des lycéens et des enseignants, ont été tuées ce dimanche dans un raid de l'aviation du régime, un raid contre un établissement scolaire à Raqqa, une ville rebelle du nord du pays. Par ailleurs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 19 soldats ont été tués et 60 blessés dans une offensive des rebelles dans la nuit de samedi à dimanche contre des postes militaires à Nasiriyah el-Kalamoun, au nord de Damas. Il y a aussi des victimes dans les rangs des rebelles qui ont réussi à s'emparer de plusieurs positions. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rencontré à New York le chef de l'opposition syrienne, Ahmad Jarba, pour l'encourager à participer à la prochaine conférence de paix sur la Syrie. Ahmad Jarba a indiqué à son interlocuteur que la coalition nationale syrienne était disposée à envoyer une délégation à cette conférence prévue en novembre à Genève. Un engagement salué par le patron de l'ONU qui a incité la coalition nationale à entrer en contact avec les autres groupes d'opposition pour former une délégation représentative et unie. Restez des nôtres au retour de la pause. La plus belle femme du monde est philippine et s'appelle Megan Young. De retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, au moins 33 morts et des dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire d'un attentat à la bombe qui a frappé aujourd'hui la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. L'explosion s'est produite dans un marché animé de cette métropole. Il s'agit du 3e attentat à la bombe en moins d'une semaine à Peshawar et dans ses environs. Ces violences interviennent alors que le gouvernement a proposé des pourparlers de paix aux talibans du Pakistan afin de mettre un terme à 6 années d'insurrection.
Des membres du groupe islamiste Boko Haram ont tiré ce dimanche matin sur des étudiants dans l'enceinte d'un collège dans le nord-est du Nigeria. Il y aurait plus de 28 morts selon un porte-parole militaire. Les islamistes sont introduits dans l'école et ont tiré sur des étudiants alors qu'ils étaient endormis. Des forces de sécurité ont été déployées sur les lieux. Le bilan d'effondrement d'un immeuble de Bombay vendredi s'est encore alourdi, passant à 60 morts selon la municipalité de Bombay. Le bâtiment construit il y a 35 ans hébergeait des employés de l'administration locale et leurs familles. La cause de l'effondrement n'a pas encore été déterminée, mais les effondrements d'immeubles sont un problème national en Inde. La plus belle femme du monde des Philippines, Megan Young, a remporté la finale du concours de beauté Miss Monde organisé à Bali en Indonésie. La jeune femme de 23 ans qui devance Miss France et Miss Ghana a vécu les 10 premières années de sa vie aux États-Unis. Étudiante en cinéma, elle a promis d'être la meilleure Miss Monde de tous les temps. Direction le Soudan du Sud, le camp de Hida, où Médecins sans frontières travaille depuis fin 2011, s'étend désormais sur près de 1200 hectares au nord du pays. En à peine plus d'un an, sa population a été multipliée par 5 pour approcher aujourd'hui 75 000 réfugiés. Ces derniers fuient depuis juin 2011 le conflit qui oppose le gouvernement de Khartoum au mouvement de libération populaire du Soudan. Le camp de Hida se révèle depuis le ciel. Plus de 75 000 réfugiés soudanais vivent ici et l'aide humanitaire reste leur seul moyen de survie. MSF est présente à Hida depuis décembre 2011 pour fournir une aide médicale aux réfugiés qui fuient la région du Sud Kordofan, où les forces armées soudanaises affrontent le mouvement pour la libération du peuple soudanais. L'intervention des humanitaires à Hida est compliquée, car le nombre de réfugiés varie sans cesse et les arrivées se font par vagues difficiles à anticiper. Entre mai et juillet 2012, au plus fort de la saison des pluies, la population du camp a été multipliée par 4. Jusqu'à 1000 personnes arrivaient ici quotidiennement après des jours de marche. Quand il pleut, on s'abrite avec nos voisins. Quand la pluie s'arrête, on retourne dehors et on dort par terre, à même le sol. Les inondations ont rendu l'approvisionnement du camp extrêmement compliqué. Les organisations humanitaires ne s'étaient pas préparées à cette crise. Durant l'été, la mortalité a largement dépassé le seuil d'urgence. Jusqu'à 5 enfants décédés chaque jour. Les conditions d'hygiène pour les habitants du camp se dégradent très rapidement. Plus précisément, l'accès à l'eau, l'accès aux latrines, s'est vraiment dégradé sur cette période. Et je pense que c'est la principale cause de la crise sanitaire à laquelle notre équipe médicale fait face tous les jours. Le plus dur de la crise est maintenant passé, mais de nouveaux problèmes surgissent. Le camp est proche des zones contrôlées par les rebelles de l'autre côté de la frontière. Un autre site a donc été ouvert plus à l'est pour tenter de décongestionner Hida. Les réfugiés n'ont pas l'air de vouloir se rendre dans le nouveau camp, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ils sont inquiets de la situation sécuritaire là-bas. Deuxièmement, ils ont leur famille qui vit ici. Et ils se sont aussi construits des maisons en briques. Donc, l'idée d'être à nouveau déracinés après avoir dû quitter les monts Nuba n'a pas l'air de les tenter. Hida reste donc surpeuplée et la saison des pluies approche de nouveau. Les acteurs humanitaires, et notamment MSF, doivent vraiment se préparer en termes de latrines. Des puits sont aussi en train d'être creusés et j'espère qu'il y aura suffisamment de ressources en eau et assainissement pour les gens qui vont arriver. Parce qu'une fois qu'il commence à pleuvoir sérieusement, on ne peut plus faire grand-chose. Le manque de latrines, de points d'eau et de manière plus générale les mauvaises conditions d'hygiène qui persistent dans le camp laissent à penser que cette année de nouveau, la saison des pluies posera de sérieux défis médicaux et logistiques aux équipes. La constitution d'un stock de médicaments et la construction d'un hôpital en dur devraient permettre d'y répondre, au moins en partie. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres. Un calme précaire règne à Baalbek au lendemain des accrochages entre le Hezbollah et des membres de familles sunnites. L'armée aurait pris le contrôle des barrages érigés par le Hezbollah. Le patriarche maronite Shaharahi appelle les responsables libanais au respect de l'autorité de l'État et à demeurer fidèles à la nation.
Les violences se poursuivent en Syrie. Au moins 12 personnes, en majorité des lycéens et des enseignants, ont été tuées ce dimanche dans un raid de l'aviation du régime à Raqqa, une ville rebelle du nord du pays. Au moins 33 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire d'un attentat à la bombe qui a frappé aujourd'hui la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا أتدون مع